Je voyage à travers le sensible pour m'imprégner de toutes ses textures, ses couleurs et son intensité, et ouvrir les corps et les cœurs en y déposant des mots d'amour et de beauté qui disent au monde la valeur des choses et leur rendent justice. Bienvenue dans le podcast des auteurs de sens, des éveilleurs de conscience et des engraineurs de demain. Autant de voix rassemblées en un mouvement militant en faveur du vivant, une matière vibrante qui de ses ondes grandissantes va souffler sur le monde un vent d'amour et de liberté et participer en toute humilité à la régénérescence du fascia planétaire, du tissu cellulaire de l'univers, comme des milliers d'étoiles. La femme que vous allez entendre aujourd'hui est une très belle âme. Certainement une vieille âme. Une âme ancienne venue réveiller le cœur des femmes pour l'ouvrir à ce qu'il contient de plus précieux et l'offrir au monde. Bonjour Camille. Bonjour Diane. Merci d'avoir accepté mon invitation à partager un peu de toi dans cet espace. Nous ne nous sommes rencontrés qu'une seule fois par une très chère amie commune. Et je dois dire que depuis ce jour, j'ai souvent rêvé de ce moment où nous nous reverrions pour échanger encore et refaire un tout petit bout du monde ensemble. Alors Camille, pour retracer un petit peu ton histoire à ma manière, et tu me corriges si je me trompe, je dirais que depuis le début de ton parcours professionnel, tu n'as jamais cessé de t'intéresser à l'humain, à l'être, et particulièrement aux femmes et à leur déploiement. Psychologue clinicienne de formation, tu as les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Entre visible et invisible, tu navigues, tu accompagnes les personnes vers, et je te cite, une plus grande liberté d'être. Tu es formatrice en entreprise pour mettre à nouveau l'humain et la relation au cœur et penser la performance autrement. Et depuis un peu plus de 10 ans, lorsque tu as créé la Tente Rouge de Paris, tu animes des cercles de parole et d'exploration sacrés pour les femmes. Et je sais que tu formes aussi des femmes à devenir gardiennes de cercle. Après la puissance du féminin, tu publies aujourd'hui ton deuxième ouvrage, Vulnérable, un sujet que, du peu que je sais de toi, tu incarnes merveilleusement bien et avec une justesse et une délicatesse toute particulière. Alors j'avais préparé tout un tas de questions et puis je suis tombée sur cette phrase de Christiane Singer qui est sur ton site et qui m'a arrêtée et qui est devenir peu à peu terre d'accueil pour la musique du monde. J'avais envie de te demander ce que voulaient dire ces mots pour toi, parce qu'ils ont résonné très très fort en moi, et je me demandais, voilà, ce que cette phrase, comment elle était dans ton cœur. Merci déjà pour ton accueil et pour cette présentation. Devenir peu à peu terre d'accueil pour la musique du monde, c'est... En fait, j'ai découvert cette phrase dans un documentaire de Christiane Singer où elle parle toute seule devant une caméra pendant 1 heure. Et c'est sa dernière phrase et elle dit finalement c'est ça, peut-être le être femme, le féminin, c'est ça, c'est se faire terre d'accueil, devenir peu à peu terre d'accueil pour la musique du monde. Et il y a ce qui me touche dans sa manière d'exprimer les choses, c'est vraiment comment je peux concevoir que je suis sur terre pour faire alliance d'une certaine manière avec quelque chose de plus grand que moi, cette musique du monde, et que je peux le devenir, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se pratique presque d'une certaine manière, comme je l'imagine comme une qualité d'être qui va s'incarner de plus en plus, qui est assez loin de peut-être des constructions avec lesquelles moi, en tout cas jeune adulte, je me suis construite, c'est-à-dire à force de volonté, à force de persévérance, à force de savoir me fixer des bons objectifs, je vais devenir quelqu'un peut-être. Et là, il y a dans cette invitation, l'invitation vraiment à se laisser traverser, en fait, vraiment à faire alliance, c'est ça l'image qui me vient.
pour moi, il n'y a pas de... Ça veut pas dire me laisser faire, en fait. Ça veut pas dire me laisser porter, mais ça veut dire ne pas oublier que c'est pas juste mes petites forces, quoi. Et que je peux vraiment m'appuyer d'une certaine manière sur cette musique qui est toujours là, qui est toujours présente, et que je dois apprendre à entendre. Ouais. J'aime bien cette idée qu'on n'est pas tout seul. Et que l'univers est partout et qu'on en est juste une petite parcelle, en fait. Et je me demandais, tu vois, à la lecture de cette phrase, si le choix de la vulnérabilité, c'était aussi parce que ça pouvait permettre ça, d'accueillir la musique du monde, d'accueillir le sensible. Ouais, exactement. C'est en fait cette pratique d'accueillir le sensible d'une certaine manière, c'est quelque chose que j'ai pas mal expérimenté ces dernières années dans une pratique de chant spontané. Je pense que ceux qui me connaissent ont déjà entendu parler de Christophe Boyer, c'est mon prof de chant spontané, j'en parle souvent. Mais c'est vraiment lui qui m'a ouvert à cette capacité finalement à laisser cette musique, le sensible jaillir à travers moi. Et évidemment pour moi il y a ce qui me donne envie de laisser passer cette musique, c'est la joie, c'est l'émerveillement, c'est le sentiment d'être ravi, d'être emporté par quelque chose qui va comme dans des moments de contemplation d'un paysage ou d'intimité sexuelle, tout d'un coup quelque chose qui me sort de moi. Mais ce qui me sort de moi, c'est aussi quand j'accepte de me laisser traverser, je suis aussi en contact avec ma vulnérabilité. Et c'est une autre porte d'entrée, en fait, pour moi. Cette porte d'entrée qui est plutôt inconfortable au départ, qu'on apprend très tôt à mettre de côté. Et finalement, le pari que je fais dans ma pratique aujourd'hui, c'est si j'accepte de me laisser contaminer par cette sensation de vulnérabilité, je développe ma faculté à me laisser traverser, en fait. Et du coup, ça m'ouvre à cette dimension-là, comme tu dis, sensible, quoi. Ouais. Et j'aime bien ce choix de mot contaminé parce que finalement, on se laisse contaminer par tout le reste. Oui. Plutôt que par ça. Oui. En tout cas, il y a cette image. En fait, c'est un mot, quand je le dis, ça me fait penser à Anne Dufourmentel, parce que quand elle parle de la douceur, elle dit ça. Elle dit, on peut se laisser contaminer par la douceur. Il y a quelque chose dans la vulnérabilité où on sent que ça va arriver. L'image que j'utilise dans le livre, c'est celle d'une vague, mais on sent que ça va arriver, on sent que tout d'un coup ça va pas aller. Il y a une puissance, quelque chose qui va nous envahir, et en même temps c'est pas forcément quelque chose de brutal, quoi. Ça va arriver petit à petit. Et il y a cette idée de se laisser faire, quoi. Ouais, j'aime bien cette idée. Et quand tu étais enfant, ou dans ton histoire, ou dans ta lignée de femmes, est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, tu vois des choses qui t'ont amené vers ce que tu fais aujourd'hui, vers la femme que tu es aujourd'hui? Est-ce qu'il y avait déjà des choses dans ton histoire que tu pressentais ou que tu vivais alors, et que tu retrouves aujourd'hui dans ta pratique, dans ton écriture, dans ce que tu as envie de partager? Je crois que enfant, j'étais vraiment très sensible, certainement, et en plus j'ai été élevée par une mère très sensible, mais qui m'a aussi beaucoup appris à aimer avec mes sens, en fait, qui se réjouissait toujours, je sais pas, de sentir le soleil, de sentir les odeurs. Donc il y avait vraiment quand même une grande présence de la sensorialité quand j'étais enfant. Même si ça c'était peut-être ma toute petite enfance, même si à l'adolescence par exemple, cette sensibilité, elle est devenue vraiment un poids pour moi. Je me suis sentie vraiment pas du tout adaptée à ce monde. Donc je l'ai vécu plutôt comme comme une tare, comme quelque chose à cacher, comme quelque chose dont il fallait que je me débarrasse. Mais bien sûr que ça, c'était déjà
là en fait. Ouais. C'était en toi. Toujours. Ouais. Ça, c'est une grande chance quand même, parce que ce que tu décris de l'adolescence, pour moi, c'est aussi très culturel. C'est-à-dire qu'on vit dans un pays où on est complètement coupé de notre corps. Donc, avoir déjà eu ce cadeau de ta maman, de la relation sensuelle, de la relation au corps, c'est précieux. Mais je comprends que à cet âge où on se construit à l'adolescence, dans cette société dans laquelle on vit, ce soit très compliqué à vivre pleinement. Oui, parce qu'on parlait pas du tout d'hypersensibilité à cette époque, que en plus moi j'ai quand même aussi été élevée dans un discours assez guerrier, paradoxalement, où bah voilà, il fallait que je sois bonne élève, il fallait que je sois autonome, il fallait que j'accomplisse des grandes choses. Donc il y avait en même temps vraiment une contradiction aussi dans ce que je vivais, de cette sensibilité qui prenait toute la place, et puis dans les règles qu'on me donnait d'une certaine manière, ou le cadre qu'on me donnait, il fallait que je la mette de côté, cette sensibilité, pour coller à cette image de performance très tôt. Et donc c'était la société, mais c'était aussi familial, hein, il y avait vraiment les deux. Et puis bah voilà, cette sensation de décalage, un manque de confiance en moi, des choses assez banales, je pense, de l'adolescence, qui font que du coup je me suis sentie assez seule à cette période. Et à la fois une autorisation déjà à être ambitieuse et à être puissante, peut-être, déjà là, et à réussir. Parce que finalement, je sais plus, je crois que c'est Nathalie Loiseau qui dit ça, tu sais, qui parle de la façon dont femme, on construit son ambition à travers l'autorisation, notamment paternelle, de pouvoir le faire, tu vois. Et Ah oui, là j'ai été plus qu'autorisée, j'ai été largement encouragée par mon père à être cette femme qui autonome, indépendante, qui réussit. Oui, c'est vrai que c'était. Je pense que ça a aussi beaucoup contribué à la femme que je suis aujourd'hui, clairement. Ouais, ça aussi c'est un héritage fort et précieux malgré tout, même si il a pu t'enfermer à un moment donné. Et qu'il a fallu faire sortir ce sensible, l'exprimer. Oui, mais finalement, du coup, c'est vraiment un chemin de réconciliation aussi pour moi. Entre ces deux parties, entre peut-être le côté maternel, le côté paternel, même si ma mère était très exigeante aussi, hein, mais ça a été, je pense, un travail de réconciliation que j'ai commencé assez tôt, parce que assez jeune, je me sentais un peu écartelée. Et du coup, il a fallu comprendre. Ouais, bien sûr. Et c'est ce que j'allais te demander, à quel moment, d'après toi, tu as fait le choix de te mettre en chemin vers cette réconciliation, ou cet être que tu avais envie d'être, d'expérimenter, pour pouvoir contribuer au monde en étant toi? Bah, je pense que clairement le premier passage, ça a été quand je suis arrivée en école de commerce et où j'ai fait une dépression, et où là du coup j'ai été voir un thérapeute, j'ai commencé à faire un travail sur moi, à me sortir justement de ces injonctions familiales, et à découvrir cette richesse de l'humain et mon désir d'être au service de ça. Donc ça, déjà, c'est sûr que c'était un point de bascule hyper important. Et puis peut-être un deuxième, quelques années plus tard, quand j'ai décidé à la fin de mon école de reprendre mes études pour devenir psychologue. Là, c'était clairement, je faisais le choix de cette sensibilité, de cet intérêt que je pouvais avoir. Et puis, à cette époque, je le vivais vraiment comme faire le choix de sortir d'un système. J'avais vraiment l'impression que c'était ça ce qui se passait. Et je savais pas trop vers quel autre système j'allais. Mais clairement, il y a eu aussi ce basculement-là, quoi. Ouais, ok. Je vois bien. Et alors, la vulnérabilité, c'est quoi pour toi? Si c'était un animal, ce serait quoi? Voilà, c'est une question difficile. C'est une déesse déjà. Mais si c'était un animal, il y a, en tout cas, ce serait un animal fantastique du type, je sais pas, du type Gorgone ou du type, c'est pas un animal fantastique, mais je veux dire, ce serait vraiment un animal de passage de seuil. Hein. Ce serait pas le sphinx, mais
C'est-à-dire quelque chose qui nous fait peur, qu'on redoute, quand je me sens vulnérable, évidemment que j'ai peur, mais je peux aussi presque avoir du dégoût, quoi, hein, ou de la honte, ou de la culpabilité. Enfin, il y a quelque chose dans cette vulnérabilité qui est où parfois j'ai l'impression que si je lui laisse prendre de la place, je vais être anéantie par cette sensation. Et donc je recule ce moment où je vais m'avouer à terre, où je vais m'avouer dévastée, où je vais m'avouer folle de rage. Et il y a un moment où quand je l'avoue, là aussi, il y a une bascule qui se fait. Tout d'un coup, finalement, ce monstre terrifiant que j'imaginais, il se transforme en autre chose. Il disparaît à partir du moment où j'ose l'affronter, en fait, où j'ose le regarder en face. Ouais, exactement. Ouais. Ça veut pas dire que la fois suivante, quand je vais me sentir vulnérable, je vais pas à nouveau avoir ce rejet, ce désir de le mettre de côté, de le masquer, parce que j'ai pas envie d'être contaminée, là aussi. Mais en fait, à partir du moment où tout d'un coup, je peux dire, je me sens vulnérable, il y a quelque chose d'une forme de puissance qui apparaît, quoi. Ouais. Et ce qui est fou, c'est qu'on est pétrifié finalement. On est pétrifié, et même pas par la déesse Vulnus elle-même. On est pétrifié par des tas de choses qu'on se raconte. Donc est-ce que tout ça se résume à une histoire de confiance profonde? Je crois que, en tout cas, en tant qu'enfant, on a forcément vécu ces moments où on s'est senti vulnérable, évidemment, puisqu'on l'est, hein, le bébé, il est par nature complètement dépendant de son environnement. Et donc, je pense que très tôt, on a mis en place un système de protection par rapport à ce sentiment. Donc, vulnérable, c'est susceptible d'être attaqué. Hein, ça sous-entend que c'est physique en fait au départ, non? Oui, ça peut être physique ou moral, mais en tout cas, ça sous-entend qu'il y a un autre qui me veut du mal, quoi, ou qui me blesse, ou qui m'attaque, ou qui m'abandonne. Sauf que il y a des moments dans notre vie où on a vraiment vécu ça. On parlait en dehors de ce podcast, hein, mais de tout le système de croyances qu'on met en place très tôt, même dans la vie intra-utérine, où en fait, on a cru et on s'est raconté que cet extérieur était dangereux, qu'il nous voulait du mal, qu'il fallait qu'on se protège, et pour ça qu'il fallait qu'on s'anesthésie, qu'on fasse plus d'efforts, qu'on fasse plus confiance, qu'on fasse le clown, qu'on fasse comme si de rien n'était, enfin toutes ces stratégies qu'on a mises en place très très tôt pour faire avec la douleur. Et en fait, on est pétrifié de la même manière, je pense que le tout petit enfant a été pétrifié quand il est resté seul dans sa chambre et qu'il savait pas ce qui lui arrivait la première fois. Je veux dire, évidemment, c'est une situation complètement anodine et qui n'est pas du tout terrifiante en soi, mais je pense que on porte ces mémoires de tous les micro-traumatismes, on va dire, hein, au-delà des vrais traumatismes évidemment, mais en tout cas toutes les situations où on a vécu quelque chose qui aurait pu sur le moment nous dévaster, on l'a senti, parce que juste en tant que très jeune enfant, ou même en tant qu'embryon, on n'a pas les moyens de répondre à ces situations de danger qu'on croit être de danger. Et du coup, c'est ça aussi qui se réactive, hein, quand tout d'un coup, je me rappelle que l'extérieur peut être dangereux, que je peux être blessée, que je peux être abandonnée, que je peux être rejetée. Et c'est pas forcément les réactions d'adultes, je pense, enfin pas que, en tout cas, qui expliquent voilà cet état, comme tu dis, de figement presque. Hein. Ouais, c'est l'effet que. Enfin, c'est l'effet qui me vient. Et je me dis, il y a une espèce de transposition, tu vois, où il y a très longtemps, on était des guerriers, on avait des ennemis, enfin pas des ennemis, mais on chassait, et puis on pouvait se retrouver dans des situations de cette sensation de danger, de mort finalement. Et c'est comme cette sensation de danger, de mort, c'était transposé aujourd'hui avec des ennemis complètement invisibles. Enfin, invisibles. Alors, parfois, comme tu dis, il y a des traumas réels et concrets. Mais très souvent, moi, je suis frappée à quel point la sensation d'anéantissement vient de choses complètement d'illusions, en fait. Oui, parce qu'en fait, elles viennent réveiller une vraie sensation d'anéantissement qui a eu lieu dans notre histoire. Et peut-être,
elle a eu lieu dans notre histoire d'âme, si on peut parler Ouais. d'âme, il y a très longtemps. Ouais. Mais en fait, là aussi, moi, je suis surprise en ce moment de voir à quel point les gens se mettent à communiquer sur les vécus d'abus. Et Ouais. enfin, pas surprise de ça du tout, mais surprise de voir le nombre de personnes que ça touche. Ouais. Et je crois que ce nombre, il est Ouais. vachement sous-évalué. Donc en fait, si sans le savoir, une personne sur deux a vécu un traumatisme, bah c'est pas étonnant que cette sensation d'anéantissement, elle soit si partagée. Enfin, ce chiffre, il est fictif. Hein, c'est pas les chiffres qui sont réels aujourd'hui, et en même temps, ces chiffres réels, ils sont sous-estimés. Donc voilà, c'est ça aussi. C'est-à-dire que l'anéantissement, je pense qu'en fait, en tant que, enfin, en tout cas, moi, je découvre ça dans mon histoire, dans un travail de mémoire cellulaire. Hein, je me rends compte qu'il y a eu des moments où je me suis sentie vraiment anéantie depuis le moment de ma conception. Même si à l'extérieur, personne ne pourra témoigner de ça nécessairement, mais c'est des vraies sensations. Et je crois que c'est aussi peut-être quelque chose que j'ai appris moi en tant que sensible, c'est de pas toujours croire ces sensations. C'est-à-dire qu'elles portent quelque chose de réel, d'une vérité, de mon ressenti, mais c'est pas forcément toujours parce que l'autre m'a anéanti. Ouais. Enfin, je donne un peu deux infos différentes. Ouais, là, non, mais compte, c'est aussi l'idée de rester ancré dans une forme de réalité aussi. C'est-à-dire de pas se raconter d'histoire autour de ces sensations, de les accueillir, mais de pas commencer à extrapoler et à disons que ça peut venir dans un deuxième temps. Construire des croyances. J'ai envie de moduler un peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il y a un temps où c'est important de les prendre au sérieux, d'une certaine manière, que la victime soit reconnue. Mais moi, je vois bien que je suis tellement sensible qu'il y a plein de moments où je me raconte des histoires. Et il y a plein de moments où, et puis du coup on parlait de l'adolescence, à l'adolescence par exemple, j'amplifiais ces sensations-là, hein, je me noyais toute seule finalement dans cette sensation de solitude, de pas être adaptée au monde, et je pense que j'ai adhéré trop à cette histoire que je me racontais. Je comprends ce que tu dis. Donc tu te laisses plonger en fait dans ces sensations-là, aspirer, exactement. Et alors, il y a une personne que je connais, tu sais, qui aime beaucoup citer Teilhard de Chardin, tu sais, qui dit que on est des êtres spirituels venus vivre une expérience humaine et pas des êtres humains venus vivre une expérience spirituelle. Alors je me demandais quelle place, en quoi tu crois toi, Camille? Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, je suis tout à fait d'accord avec ça. Enfin, je suis tout à fait d'accord. C'est tout à fait une de mes croyances. Je pense que j'ai mes perceptions là-dessus qui ont pas mal changé ces dernières années par des pratiques énergétiques que je fais et qui tout d'un coup me font vraiment sentir à quel point je ne suis pas que terrestre. D'une certaine manière, ça peut peut-être paraître un peu étrange, mais je peux me sentir vraiment la fille du soleil, en lien avec d'autres galaxies peut-être. Enfin, là, je parle vraiment plutôt quelque chose de mon imaginaire, quoi. Hein. Tout d'un coup, c'est comme si dans ces pratiques énergétiques, mon imaginaire s'était agrandi et que je pouvais prendre conscience que j'étais pas juste, évidemment, la fille de mes parents ou issue de ces lignées, mais qu'il y avait quelque chose qu'il y avait d'autres dimensions, en tout cas, à mon existence. Donc, je crois, on va dire que mon âme, pour le dire comme ça, est venue depuis longtemps. C'était ce que tu disais dans l'introduction. Hein, merci de le dire comme ça. En tout cas, est venue s'incarner des milliers ou des millions de vies sur Terre pour à chaque fois comprendre quelque chose, pour à chaque fois être au service de mon évolution, et qu'on est tous sur notre chemin d'évolution, et que sur ce chemin, on va vivre des expériences faciles, moins faciles, parce que ça correspond exactement à ce qu'on a besoin de comprendre et de libérer et d'apaiser, de libérer. Il y a toujours une idée de je vais mettre loin de moi ce qui a été lourd, mais en fait c'est aussi le réintégrer
à l'intérieur de nous, l'unifier en fait. Hein, je te parlais de unifier la sensibilité et l'ambition d'une certaine manière de l'école de commerce, mais c'est aussi unifier peut-être les expériences douloureuses que j'ai eu la sensation de vivre dans d'autres vies, que ce soit de bourreau ou de victime, à ma vie d'aujourd'hui. Donc ça, c'est la lecture assez pragmatique, je sais pas si c'est très concret, mais ça me le paraît, assez concrète de ce que je me raconte finalement de mon chemin ici, tu vois. Ouais. Après, je pense la spiritualité pour moi, ça recouvre d'autres choses, mais déjà, ouais, il y a cette idée d'âme et de chemin d'évolution, quoi. Ouais, je vois bien. Et est-ce qu'aujourd'hui tu dirais que tu es parvenu ou tu parviens beaucoup plus qu'avant à vraiment mettre l'intérieur à l'extérieur et à faire se rejoindre cette verticalité et cette horizontalité, justement. Donc on s'incarne dans la matière, ouais. Et à la fois on est des êtres de l'éther et de l'énergie. Ouais. C'est vraiment cet enseignement amérindien, le conseil des anciennes des 13 lunes, et qui m'a aidé à ça, et cette sagesse, hein, dans cet enseignement, il y a vraiment cette idée que en tant que femme, mais finalement je sais pas si c'est que en tant que femme, mais en tout cas dans cet enseignement, c'est les femmes, nous sommes là pour nous connecter à la grande toile du rêve et pour rêver, recevoir ces rêves et les mettre au monde et les manifester dans la matière. Et c'est notre matrice, hein, notre utérus qui nous permet ça. Et je crois que cette vision du monde, cette croyance aussi, ou cette vision du monde d'une certaine manière, ça a beaucoup impacté la manière dont je me suis construite ces dernières années, à régulièrement faire cet aller-retour. C'est pour ça que je parlais d'alliance aussi tout à l'heure avec ce qui nous dépasse, c'est-à-dire d'aller, alors il parle de la toile du rêve chez les Amérindiens, mais cette musique du monde aussi dont parle Christiane Singer, d'aller me connecter à quelque chose qui me dépasse d'une certaine manière, d'où je vais pouvoir tirer des rêves qui vont m'inspirer. Et cette inspiration, en essayant d'être le plus, je sais pas, le mot qui me vient c'est pur, mais le plus authentique possible, la plus honnête possible d'une certaine manière, essayer de leur donner forme. Et je pense que, en le disant, je me dis c'est un peu évident, ça paraît un peu simple de dire ça, mais c'est vrai que moi c'est une vision des choses qui m'occupe pas mal. Ouais. Donc je sais pas si je le fais de plus en plus. En tout cas, ça a été vraiment une découverte pour moi ces dernières années, une grosse prise de conscience, ces 10 dernières années peut-être. Et j'essaye autant que possible de fonctionner comme ça, ouais. Dans l'écriture, par exemple, c'était vraiment ça. Pour moi, encore plus que pour le premier. Je me mettais vraiment dans une disposition de méditation. D'ailleurs, ça se voit peut-être aussi à la lecture. Il y a un côté un peu méditatif. Ça se sent. Moi, j'ai lu tes 2 ouvrages et c'est très palpable. Ouais. Mais c'est vrai que c'était aussi mon intention que de me laisser traverser par ce texte. Du coup, je peux pas parler de cette capacité qu'on a à livrer passage, justement, pour reprendre les mots de Christiane Singer, en étant trop dans le mental. Je voulais jouer le jeu aussi. Hein. C'était aussi pour moi, cette écriture, une expérience de jouer le jeu, de laisser passer ce texte à travers moi d'une certaine manière. Je pense que c'est ce que tous les auteurs font, mais peut-être qu'il y en a qui le travaillent un peu plus ou qui les structurent un peu plus. Pour moi, c'était cette expérience. Est-ce que je peux penser les choses de manière sensible, et donc pour ça laisser la place aux sensations et donc à ces perceptions, quoi. Ouais. Et c'est très perceptible, en tout cas pour moi, dans la partie que tu consacres à la déesse au tout début du livre, où en tout cas moi personnellement, c'est venu toucher quelque chose de très 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 fort chez moi. Et donc tu sens à travers, moi j'ai senti à travers mes propres sensations, tu vois, c'était pas de la tristesse, c'était vraiment ce que tu dis, d'être touché, tu vois. Donc tu sais que de l'autre côté, la main de la personne qui l'a écrit s'est laissée toucher. Oui. C'est ce que tu dis. C'est chouette, merci pour ce retour. C'est vrai que, en tout cas, j'avais envie qu'à la lecture,
les lecteurs puissent se sentir vulnérables, en fait, que ce soit pas intellectuel. Au départ, j'avais vraiment commencé comme ça, en me disant, je vais écrire sur ce sujet, donc en me mettant un peu en place d'experte évidemment pas, mais enfin je sais pas, d'observatrice quoi, avec du recul. Et puis très vite je me suis rendu compte que ça marchait pas du tout, que c'était pas possible, et qu'il fallait à la fois que moi je parle de ma propre vulnérabilité, mais aussi que j'invite à la ressentir, en fait, que ce soit pas mental, parce que la vulnérabilité c'est pas mental, on peut pas en parler. Et d'ailleurs c'est pour ça que peut-être ça vaut le coup de mettre des mots dessus, parce que c'est d'abord quelque chose de corporel. Et donc il y a besoin d'être touché, ouais, physiquement. Ouais. Il y a une vraie connexion intime. Et d'ailleurs, tu partages aussi de toi, ça se sent, de ton intimité, et ça se lit. Et ça aussi, ça fait tomber les masques, tu vois, où on est directement, on a l'impression que l'enfant de l'autre parle à son propre enfant. Enfin, tu vois, il y a quelque chose de très, ou d'âme à âme, qui se passe, où il n'y a plus, tout à coup, aucune barrière, aucun filtre. Et ça ouvre, quoi. Ça, c'est vraiment l'expérience des cercles de femmes pour moi. C'est-à-dire que c'est aussi cette habitude, je pense, que j'ai de tout de suite pouvoir me livrer d'une certaine manière, tout de suite parler de ce qu'il y a de plus fragile ou chez moi, parce que je sais que ce que ça va provoquer, je sais que ça ouvre, et parfois c'est d'autres qui le font. Enfin, je dis pas, c'est pas toujours moi qui prends la parole dans un cercle en premier, mais je veux dire, cette expérience, je l'ai tellement de fois vécue que quand tu dis, on parle sous les masques, on parle depuis notre âme ou depuis notre enfant intérieur ou simplement depuis l'endroit de fragilité, ça résiste pas en fait au bavardage social, et donc c'est vraiment un processus qui m'intéresse vachement. Ouais. Et j'ai bien aimé, il y a une expression, alors je sais pas si tu le dis exactement comme ça, mais c'est comme ça que je l'ai retenu dans ton livre, où tu dis, tu parles de quitter la rive, et moi, tu parles de quitter la rive des commentaires. Et ça me parle énormément, cette phrase. Parce qu'on est tellement dans nos dialogues sociaux dans le commentaire, en fait. D'abord, on va commenter la vie des autres, ensuite on va commenter ce qu'on entend. Enfin, le commentaire, c'est vraiment une manière de tenir les choses à distance, de pas être dans l'affect, de pas dire de pas parler de ce qui m'émeut, et en plus, en France, on a quand même un héritage assez lourd là-dessus, c'est-à-dire que pour être intelligent, il faut savoir commenter ce qui se passe. Il faut, encore une fois, je ris de moi, mais ce point de vue d'expert qui a des choses à dire sur un sujet, qui peut débattre. Probablement que dans d'autres cultures, c'est assez différent. Mais c'est vrai que du coup, ce commentaire, il est très intellectuel, et ça peut être super intéressant, mais c'est pas du tout ce qui m'intéresse, en tout cas pas pour ce sujet. Où il s'agit justement d'émotions et de se laisser toucher dans le cœur. Dans le cœur, dans le cœur. Ouais. Alors, ce serait quoi pour toi ton message pour les femmes et le monde aujourd'hui, pour demain, peut-être, ou pour tout de suite? En toute simplicité. Tu vois, qu'est-ce que t'aurais envie tu vois, de dire là, aux femmes et aux hommes, d'ailleurs. Je pense que le message vraiment que je porte, qui est très fort chez moi, c'est cette confiance. J'ai vraiment tellement confiance dans ce qu'on traverse, dans le fait justement qu'on est aidé, qu'on est beaucoup plus grand que ce qu'on imagine, qu'on peut vraiment recevoir du soutien. De cette musique du monde, justement. Cette confiance, elle est inébranlable, en fait, chez moi. Et du coup, si j'ai envie de transmettre quelque chose, évidemment, c'est ça. Et aussi, il y a une autre chose qui est assez présente ces derniers temps, qui a été pas mal réveillée par la lecture du livre d'Isabelle Sorante, Le complexe de la sorcière. Mais c'est des choses déjà dont parle Starhawks dans Rêver l'obscur, par exemple. Cette posture de victime, en fait, dans laquelle, en tant que femme, on a quand même toujours été, en tout cas depuis des milliers d'années. Il y a vraiment quelque chose à aller récupérer à cet endroit-là. Et c'est pour ça que je parle dans le livre du peuple des vulnérables. J'ai envie que tous ces gens, enfin notamment je parle de mon arrière-grand-mère avec une vie un peu minuscule, et comment il y a quelque chose il y a une posture en fait
de honte face à la blessure que j'ai reçue, face à ce que je crois être pas conforme, face à justement ce côté minuscule, ce côté victime. Du coup, il y a à l'endroit de la honte et à l'endroit de la blessure, il y a vraiment beaucoup de choses à aller récupérer, pour le dire autrement, parce que j'ai déjà dit. Comprendre d'abord, tu vois, Isabelle Sorante, elle explique ça dans son livre, comprendre que les sorcières, elles se sont mises à croire qu'elles avaient forniqué avec le diable, mangé des enfants, des femmes qu'on accusait de ça. Et qui, sous la torture, d'une certaine manière, ont avoué avoir fait ça. Et il y a vraiment, je pense, quelque chose qui parle encore beaucoup de nous aujourd'hui, dans la difficulté qu'ont les femmes à valoriser qui elles sont, à valoriser leur nature cyclique. Bon, voilà, j'en parlais beaucoup dans mon premier livre, mais à valoriser notre sensibilité, à valoriser juste notre envie de faire différemment. Il y a, à l'endroit où je me crois fragile, à l'endroit où je me crois moins que rien, vulnérable, j'ai d'abord envie de mettre ça de côté, parce que j'en ai honte, parce que je crois que c'est de ma faute, parce que c'est l'autre qui a raison. Et ça, c'est des stratégies qui sont vraiment ancrées, je pense, depuis des milliers d'années. Et c'est à cet endroit-là, quand on peut lever cette honte, quand on peut assumer cette fragilité, quand on peut tout d'un coup la valoriser, c'est là où, voilà, là aussi les choses vont pouvoir changer dans le monde, en fait. Et voilà, donc le message c'est la source de la puissance, en fait, oui, quasiment. En tout cas, il y a vraiment pas d'opposition à cet endroit-là entre puissance et vulnérabilité, parce que il y a du pouvoir à récupérer. Il y a du coup, à partir du moment où j'arrête de mettre de côté la honte et ce qui me fait honte. Et ce pouvoir, une fois récupéré, est-ce que toi, tu as une idée de à quoi il doit servir ? Déjà, une fois que je récupère ce pouvoir, je me sens complète. Et ça, c'est un bon indicateur, c'est-à-dire que je me sens pas forcément surpuissante, je me sens pas dans des désirs de domination, mais je me sens unifiée, je me sens complète. Et donc, il y a un grand apaisement, en fait, à récupérer ce pouvoir. Et puis, du coup, il y a un désir forcément de le transmettre, quoi, de le mettre au service, de montrer aux autres cette voie de la réconciliation. Tu vois, tu disais dans l'intro que je formais des femmes qui avaient envie d'animer des cercles. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on trouve dans un cercle de femmes, parce que c'est vraiment un lieu où les femmes parlent de la honte, justement, et où du coup, quand on a expérimenté ce renversement qu'il peut y avoir en acceptant d'être complète, il y a un désir aussi de l'offrir aux autres, quoi, clairement. Ouais. Et qui nous permettra peut-être, de faire bouger les lignes pour un monde différent. Ouais, je crois beaucoup que les lignes, enfin moi c'est vraiment ma vision de psychologue, mais je crois beaucoup que les lignes elles bougent intérieurement. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas agir à l'extérieur, chacun sa place, évidemment qu'on a besoin d'engagement politique, citoyen, d'actions concrètes évidemment, mais en fait si ces actions concrètes ne sont pas sous-tendues par un vrai changement intérieur, elles entretiennent, je pense, cette division dans laquelle on est. Et donc en fait peut-être ça peut paraître vraiment un peu, enfin en tout cas j'assume ça, c'est vraiment mon côté psy qui parle, mais je crois que le changement que j'ai envie de voir apparaître dans le monde, moi ce qui m'intéresse c'est de voir comment j'arrive à le vivre intérieurement, quoi. Ça m'empêche pas d'aller manifester et de faire des choses concrètes, mais je pense qu'il passe par là. Ouais. Et je crois que oui, je te reçois 5 sur 5 là-dessus. Et je crois surtout que quand tu... de nouveau, on est dans une histoire d'incarnation. C'est-à-dire que la manifestation, elle est la suite logique de l'incarnation de tout ça. Oui. Parce que sinon, elle n'est qu'un électron libre coupé de sa sève. Oui, exactement. Ouais. Bon, alors je pense on s'est dit plein de choses. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de partager, quelque chose d'autre? Je sais pas, sûrement pas de choses encore, mais
Je sais pas. Il y a pas une chose en particulier là, qui me vient. Alors, donc ton livre, il est là, il est disponible en librairie. Et depuis quelques semaines là. Ouais, c'est ça. Depuis début septembre. Voilà. Donc j'invite les lecteurs à le découvrir. Lisons-le. En tout cas, moi, je n'hésiterai pas à partager tout ce que j'ai ressenti en le lisant, parce que ça permet de se poser vraiment. Tu vois, on se pose et on reçoit. Ça, c'est un vrai cadeau. Ouais. Merci Diane. Merci à toi. Merci beaucoup. Ça me fait très plaisir de partager ce moment avec toi. Moi aussi. Es una voz escondida entonando una canción, es una luz encendida.